Comment se déroule la campagne électorale sur BLSM? Écoutez, elle se déroule comme on espérait qu'elle ne se déroule pas, mais malheureusement, c'est un véritable parcours du combattant, à la fois pour les candidats, pour les électeurs et pour les candidats également aux législatives. Parce qu'il faut savoir que les présidentielles et les législatives se passent le même jour, c'est-à-dire dimanche prochain, qu'il y a 13 jours pour la campagne électorale qui, pour le président de la République qui est candidat à sa propre succession, elle dure, elle, depuis au moins 3 ans, où on a vu une campagne très forte se dérouler partout, un affichage, des banderoles qui traversent tout le pays, toutes les associations, les universités, les instituts de recherche, les entreprises publiques et privées qui appuient cette candidature du président de la République à sa propre succession. Par contre, les candidats, il y a évidemment des candidats de partis puisque le pluralisme est affiché dans la Constitution. Donc, effectivement, il y a pluralisme. Il y a il y avait, disons, 5 candidats en lice, 3 pour les partis d'opposition indépendantes et 2 qui sont des faire-valoir du régime. Et donc, pour ce qui est des 3, il n'en reste plus qu'un parce que c'est une course d'obstacles. Les tripatouillages de la Constitution et surtout du règlement des élections. Cette fois, il n'en reste plus qu'un qui se déclare, qui est celui du parti Tajdid, c'est-à-dire l'héritier du parti communiste tunisien, qui est Ahmed Brahim, et qui est lui qui se déclare le challenger clairement du président de la République. Donc campagne inégalitaire, nous dites-vous, Mezri Haddad, c'est aussi votre avis? Écoutez, il faut savoir que, à mon sens, la campagne électorale se déroule dans les conditions d'ouverture maximale qu'une jeune démocratie ou une démocratie adolescente, disons, depuis 22 ans quand même. Peut fournir. Non, je parle de l'État tunisien dans son historicité, c'est-à-dire depuis qu'il est né en 56. Il y a eu un processus qui a conduit donc à l'instauration d'un État qui essaye, dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, d'entamer et de continuer un processus démocratique. Parce qu'il y a ce qu'on ne peut pas contester. On peut dire qu'il y a des excès de zèle dans les administrations. Il y a un parti qui, par atavisme, est tiré vers le conservatisme. Mais au sein même de ce parti, il y a une écrasante majorité de militants et même de responsables au sein de l'État également, et pas seulement d'ailleurs du parti, qui sont des forces de progrès et des forces de démocratie. Vous voyez, moi, c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup l'expression de régime tunisien ou pouvoir tunisien. Voyez-vous, je préfère parler d'État tunisien. De démocratie, si vous voulez, je vous le concède. Quels sont les obstacles à la démocratie? Vous disiez qu'il y a des conditions pas faciles pour l'exercice de cette démocratie. Évidemment. Écoutez, il y a d'abord les conditions qui sont dictées par la sociologie et l'histoire et la culture et la psychologie de ce peuple, qui est identique d'ailleurs à l'ensemble des peuples arabo-musulmans. On ne peut pas improviser, imposer par despotisme éclairé, un régime démocratique. À mon sens, et ça je le dis pas parce que je me réfère à la philosophie. C'est-à-dire que le peuple n'en veut pas? Non, ce n'est pas cela. Je dirais même plus. Je dirais même plus. Si la démocratie est bonne, elle est pour l'ensemble des peuples du monde. N'est-ce pas? Je vais encore plus que vous, voyez-vous. Mais qu'est-ce que je me dis? Et là, je ne suis plus au registre de la philosophie, mais de la réelle politique. Je dis qu'il y a des risques et des périls à improviser un régime démocratique. Vous savez, l'exemple algérien et bien d'autres exemples l'attestent assurément. On ne peut pas. Moi, je préfère
un processus démocratique sûr, avec un régime fort, en effet, qui, lui, est le seul à doser le processus démocratique. Pourquoi il est le seul à doser? Pardon? Pourquoi il serait le seul à doser? Il y a des forces politiques en Tunisie aujourd'hui qui sont très conscientes, une société civile qui est très dynamique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, et qui peut très bien doser avec... et ça fait partie, vous l'oubliez souvent d'ailleurs en tant que militant des droits de l'homme, vous savez que la sécurité est un devoir de l'État vis-à-vis de ses citoyens. Donc, il y a des raisons. Vous savez, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Cela ne l'a pas empêché. La sécurité est évidente et nous sommes défenseurs des droits de l'homme et nous disons que la sécurité est un droit et il est normal que le régime tunisien assure la sécurité. Contre l'islamisme radical. Contre l'islamisme radical, mais n'exagérons pas d'abord parce qu'il n'y a pas eu de protection de l'islamisme radical. Il y a eu les événements de Soliman qui a été qui a explosé. C'est quelque chose que le régime n'a pas maîtrisé. Il y a eu l'attaque de la Griba, c'est-à-dire le lieu religieux de juifs tunisiens au sud de la Tunisie. Donc cela n'a pas empêché un régime qui met la sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas les forces de police qui surveillent nuit et jour, tout ce qui bouge en Tunisie au niveau des forces vives de la Tunisie, c'est-à-dire les polices. Si vous le voulez, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Je voudrais quand même dire que Hama Hamami, la semaine dernière, devait venir assister à un débat auquel nous avons assisté tous les deux. Eh bien, l'aéroport a été vidé, il a été battu. Alors, si vous il a permettez, été convoqué avec son épouse, Rabia Nasraoui, et vous n'auriez pas, voyez, Donc, Madame Belhassan, vous n'auriez pas dû invoquer cet exemple. L'auréole des droits de l'homme ne vous permet pas de dire n'importe quoi. D'abord, par rapport à la police. Excusez-moi. Je vais vous dire. Moi, je vais vous dire. Si vous ne m'interrompez pas comme vous le faites, je vais vous le dire. Il nous reste très Proportionnellement, le nombre de policiers en Suisse est supérieur, par nombre d'habitants, est supérieur au nombre en Tunisie. Vous pourriez vérifier cela. Par rapport maintenant à l'incident de Hamamem, malheureusement pour vous, je me répète, j'étais présent. Je suis, vous étiez bien le seul, je suis on un pas témoin oculaire et je ne suis pas le seul. Vous voyez, ça c'est une première sur votre chaîne. Je suis un témoin oculaire, ça s'est passé à 4 mètres de moi. L'avion dans lequel est arrivé Hamal Hamemi à Tunis, moi je le prenais pour rentrer à Paris. Donc la scène s'est déroulée devant moi. Ne me poussez pas davantage à vous décrire la scène telle qu'elle s'est produite. Nous en parlerons plus tard. Voyez-vous comment? Décrivez-la, nous. Je n'ai pas vu Hamal Hamemi. D'abord, l'aéroport n'a jamais été vidé. Vraiment, c'est une imposture. Il n'a pas été battu? Non, Hamal Hamemi, je l'ai vu glisser devant moi. Je ne parle pas de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'aéroport. À l'extérieur de l'aéroport, oui, forces de la police. Il était poussé par des policiers pour qu'ils sortent rapidement de l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'ils criaient « abat un tel et abat un tel ». On le poussait. Dans ce mouvement de précipitation, l'un des policiers a glissé et il a entraîné les 3 autres par terre. Juste un mot sur la cause des femmes, il nous reste très peu de temps. On a vu ces dernières années en Tunisie les femmes qui reportaient le voile de plus en plus. Comment vous expliquez ce phénomène? Écoutez, c'est un phénomène, d'abord, je pense qu'il est général dans le monde arabe et musulman, et même en Occident. Parfois c'est une mode. Très souvent, c'est une mode et par ailleurs, c'est un porte-drapeau aussi de croyances qui quand même enferment les femmes, qu'on le veuille ou pas, que ce soit le petit voile, le grand voile, le burqa ou autre. C'est un enfermement des femmes. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que un pays comme la Tunisie, qui a progressé en tout, et ça, je tiens à le dire, c'est-à-dire au niveau de l'alphabétisation, au niveau des femmes, au niveau de l'économie. Aujourd'hui, au niveau politique, on dit que c'est une démocratie qui n'est pas encore mûre, que c'est un État qui n'est pas encore mûr pour la démocratie. Bien.
Peut-être. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ce pays qu'on traite souvent de dragon au niveau économique et que c'est le seul pays arabe, effectivement, qui a un code du statut personnel aussi avancé, aujourd'hui, dans le sud minier de la Tunisie, il y a une protestation sociale qui dure depuis janvier dernier. Il y a eu 30 personnes qui ont été condamnées entre 2 mois et 8 ans de prison. Aujourd'hui, là, ce fait appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire l'économie. Donc, l'économie ne va pas aussi bien qu'on le dit parce que il y a une protestation sociale forte. Ce sont des chômeurs qui demandent du travail et il y a eu 3 morts. On est rentré dans ces gens-là. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons, déjà, de libérer à l'occasion de ces élections extraordinaires qui vont avoir à 90% un plébiscite du président, c'est un plébiscite du président Ben Ali, eh bien, moi, ce que je demande, c'est que ces hommes soient libérés à cette occasion. Mais Riyad, rapidement, parce que malheureusement le temps a été écoulé. Oui, parce que je vois que je suis désavantagé en termes de temps. Non, moi, qu'est-ce que je dis? Bien sûr, je demande, et ça du point de vue moral le plus absolu, que l'on relaxe les prisonniers. Voyez-vous, je l'ai fait, moi, et je le fais constamment depuis 88. Maintenant, à mon sens, la situation en termes de droits de l'homme et de prisonniers a nettement progressé. Elle est nettement meilleure à tout point de vue. C'est pour cette raison que je soutiens personnellement la candidature de Ben Ali et je voterai. Oui, si vous ne l'avez pas compris, je le répète, je le réitère, n'est-ce pas, avec conviction, parce que je crois que c'est Luc Ferry qui a dit, il y a une semaine ici sur Public Sénat, il a dit, on a le meilleur président qu'on peut avoir en ce moment. Luc Ferry, philosophe et ministre. Le philosophe à propos de Sarkozy, n'est-ce pas? Et moi, je dis exactement la même chose à propos du président Ben Ali, n'est-ce pas? Je le dis, est-qualité philosophe, jamais ministre. Merci beaucoup à tous les deux. En 88, je voudrais préciser que quand même, je me battais pour sauver des têtes de jeunes condamnés à mort. Ils étaient 10 et ça, tout le monde le sait. C'était juste pour vous dire ça. En 88, moi, je n'étais pas en train de philosopher. C'est très bien de l'avoir fait. Merci beaucoup à tous les deux.